le candidat égyptien se prévaut d'avoir le soutien, le groupe africain, c'est 13 États. 13 États. Donc si vous enlevez l'Égypte, qui elle-même donc est membre du Conseil exécutif, et le Congo qui lui-même est membre, reste donc 11 États. 11 États. Alors, ce groupe, aujourd'hui, c'est-à-dire notre propre corps électoral interne avant de penser aux autres continents et au corps électoral hors Afrique, c'est pas évident, je dis bien, il n'est pas évident que le candidat égyptien puisse, malgré son activisme depuis plus de 2 ans, puisse emporter la totalité de ses suffrages. Je suis Trouchungolo, j'interviens pour le compte de la chaîne de télévision Antenne A RDC. Alors, monsieur le ministre, il y a un Congolais qui m'a posé la question de savoir. Il me dit, monsieur le journaliste, pourquoi le Congo dépense autant d'argent pour permettre au Premier ministre, sinon à l'exécutif, d'aller solliciter les soutiens des pays frères pour la candidature de Firmin Edouard Matoko à la direction générale de l'UNESCO. Qu'est-ce que le Congo a bénéficié après son élection? Alors, pourquoi la candidature de M. Matoko? Premièrement, parce qu'il y a eu une élection qui est ouverte. Pour qu'il y ait une candidature, il faut qu'il y ait un processus électoral. Le processus électoral, pour élire le futur, ou la future, parce qu'il y a une troisième candidate, à part l'Égyptien qui est un homme, et notre candidat qui l'est également, il y a une candidate mexicaine. Donc, le futur DG de l'UNESCO, directeur général, ou la future directrice générale. Cette période électorale est ouverte en réalité depuis le mois de janvier 2025, qui permettait donc le dépôt des candidatures par les pays qui estimaient devoir présenter un candidat, jusqu'à la clôture de cette période de candidature qui était fixée au mois de mars 2025. Voilà, c'était une période de 3 mois qui était ouverte pour les États pour faire savoir qu'ils soutenaient un candidat. Deuxièmement, si cette période de candidature et d'ouverture de candidature était fixée sur 3 mois, il y a des candidats, notamment celui de nos frères égyptiens, qui depuis 2 ans battaient campagne tout seuls, hors période électorale, hors période d'ouverture de l'élection. Pratiquement, il bat campagne depuis la moitié du temps du mandat de Madame Azoulay, qui est l'actuelle directrice générale. Ce n'est pas parce que quelqu'un bat campagne hors de la période de campagne électorale qu'il est plus légitime que ceux qui, dans le cadre des textes, déposent leur dossier de candidature pendant la période qui est prévue pour cela. Pour résumer et parler clair, le candidat de l'Égypte, de notre pays frère et ami l'Égypte, c'est pas parce qu'il a commencé à battre campagne depuis 2 ans hors des délais qu'il est légitime ou plus légitime que notre candidat, qui lui a déposé son dossier dans la période ouverte. Hein, c'est pas parce qu'on est candidat avant l'autre qu'on est plus légitime que l'autre, premièrement. Deuxièmement, il faut noter que ce candidat de l'Égypte a longtemps laissé entendre qu'il était le candidat de l'Union africaine. Et que donc, de ce fait, il avait quelque part l'imprimature, l'investiture de l'Union africaine. Bon. Là, je tiens à lever une inexactitude. C'est bien inexact de dire cela. L'Union africaine ne fait pas partie du corps électoral pour élire le directeur général, premièrement. Deuxièmement, il n'y a pas au niveau des organisations continentales, régionales ou sous-régionales, des désignations de candidats où on pourrait dire qu'un groupe de pays dirait « nous, voilà notre candidat ». La candidature est individuelle, c'est-à-dire qu'elle est ouverte à chaque État. Chaque État, en son âme et conscience, décide ou non de soutenir un candidat, qu'il soit un candidat national ou un candidat étranger qu'il pourrait soutenir. Donc, cette légende qui consiste à croire qu'un candidat avait été soutenu
ou investi par l'Union africaine est là encore inexact. J'emploie le terme à dessein pour ne pas, nous sommes en diplomatie, employer un terme plus brutal. Donc, nous sommes dans les temps et notre candidat, s'il était illégitime, il y aurait deux conséquences juridiques. La première conséquence, c'est que sa candidature n'aurait pas été retenue. On nous aurait dit, à nous, la République du Congo, vous ne pouvez pas déposer une candidature puisque l'Union africaine soutient l'Égypte. Nous voyons bien qu'à partir du moment où nous sommes en diplomatie, on peut tourner dans tous les sens le terme de diplomatie. Si on était dans l'illégalité, notre candidat n'aurait pas pu déposer son dossier et le Congo n'aurait pas pu soutenir. Donc nous sommes dans la légalité diplomatique. D'autre part, notre candidat, maintenant entrons dans le détail. Il faut savoir, pour ceux qui ne le savent pas, je ne le savais pas moi-même, monsieur le ministre, et je l'ai découvert à l'occasion de cette espèce de task force mise en place par le Premier ministre et dont j'ai l'honneur de faire partie en tant que porte-parole du gouvernement. Savez-vous que l'UNESCO n'a pas, au niveau du conseil exécutif, c'est-à-dire le corps électoral, c'est le conseil exécutif qui est l'organe, le Parlement, pour résumer, de l'UNESCO. Le conseil de l'UNESCO n'a que 58 États. C'est-à-dire que c'est pas les 193 pays de l'ONU, même si l'UNESCO est du système des Nations Unies, il y a 58 électeurs. C'est-à-dire que si vous prenez tous les continents, il y a une sélection qui est faite par continent des pays membres du Conseil exécutif. Le Congo en fait partie. Nous sommes électeurs et nous sommes éligibles. Le groupe dont le candidat égyptien se prévaut d'avoir le soutien, le groupe africain, c'est 13 États. 13 États. Donc si vous enlevez l'Égypte, qui elle-même donc est membre du Conseil exécutif, et le Congo qui lui-même est membre, reste donc 11 États. 11 États. Alors, ce groupe, aujourd'hui, c'est-à-dire notre propre corps électoral interne avant de penser aux autres continents et au corps électoral hors Afrique, c'est pas évident, je dis bien, il n'est pas évident que le candidat égyptien puisse, malgré son activisme depuis plus de 2 ans, puisse emporter la totalité de ses suffrages, je dirais même, mais une élection c'est par définition un combat, c'est comme un match, mais je crois que nos pointages nous donnent quand même pas mal de ces États africains. Je n'en dis pas plus, mais laissons les choses se faire. Donc, pour revenir au premier point que j'évoquais, vous voyez que la légende du candidat soutenu par l'Union africaine est quelque chose déjà de fragilisé par ce que je viens de vous dire. Ce n'est pas vrai. Si le Premier ministre est parti faire cette tournée auprès des pays africains et puis auprès d'autres pays, des électeurs, pays, États électeurs des autres continents, c'est parce que nous avons une réelle chance. Nous avons une réelle chance de gagner. Et qu'aucun État ne peut se prévaloir de son antériorité quand il battait campagne hors période de dépôt des candidatures, de cette antériorité pour dire que sa candidature a plus de chances, elle est plus légitime, elle est plus. Notre candidat, pourquoi a-t-il de réelles chances de gagner? D'abord parce qu'il est un candidat maison. Monsieur Matoko a fait l'essentiel de sa carrière, pratiquement à la sortie de ses études, toute sa carrière, où il a été soutenu pour ses études par un État, je crois l'Italie, me semble-t-il. Il a été soutenu par cet État et dès qu'il a obtenu ses diplômes, sa formation, il a été embauché par l'UNESCO. Je peux vous dire qu'en privé, y compris les dirigeants actuels de l'UNESCO, considèrent le candidat du Congo comme un très bon candidat, du fait même de sa connaissance de la maison depuis l'intérieur. Est-ce que le gouvernement du Congo ne devrait pas, parce que c'est une compétition, c'est un match, ne devrait-il pas soutenir un compatriote qui a ses chances réelles? Est-ce que notre devoir n'est pas d'aider par une campagne active de soutien qui montre que l'État au plus haut niveau, parce que là également on nous a contesté cela,
On a été même jusqu'à dire, monsieur le ministre, mesdames et messieurs, que notre candidat était une espèce d'illuminé, que son gouvernement ne le soutenait pas. Et vous voyez bien, avec les quelques interventions médiatiques, que même le président de la République a reçu la task force. Et vous voyez, et avec le candidat. Et je peux vous dire en coulisses que le président de la République profite de chacune des interventions d'ordre diplomatique qu'il effectue, récemment à l'Union africaine, pour amener dans sa délégation le candidat, pour montrer le soutien politique et diplomatique de la République du Congo envers son candidat, envers son compatriote. Je crois que nous serions tous fiers d'avoir, pour la première fois depuis les 65 ans d'indépendance, un cadre congolais de souche, congolais pure souche, à la tête d'une institution, d'une organisation du système des Nations Unies. Donc depuis l'indépendance, c'est jamais arrivé. Nous nommons des diplomates dans ces instances. On les nomme. Mais là, il sera élu. Nous n'avons pas d'exemple de Congolais depuis 1960 qui soit élu ou désigné à une fonction du système des Nations Unies aussi haute. Donc je crois que ça mérite une campagne. Et comme le dit le président de la République, qui nous l'a dit lors de cette audience, ben écoutez, si on gagne, tant mieux. Si l'Égypte gagne, tant mieux. Parce que finalement la fête, que ce soit l'Égypte qui gagne ou le Congo, mais se fera à la maison, c'est-à-dire en Afrique. Donc, allons-y, battons-nous, aidons notre candidat. Vous, la presse, relayez les messages du candidat. Ce ne sont pas des messages politiques, ils portent un projet, une vision de l'UNESCO. Et c'est cela qui est le plus important. À un moment où ces institutions, je ne rentre pas dans le détail, sont assez fragilisées. Il y a des grands États qui s'en retirent, etc. Et nous avons là la chance d'avoir un cadre qui fait l'unanimité en interne, qui a occupé des grandes fonctions dans l'UNESCO, que ce soit au siège ou que ce soit dans des pays de mission où il a été affecté, il a eu des mandats pendant quelques années dans ces pays-là. Eh bien, nous avons un cadre capable, quelque part, excusez-moi le terme, de sauver l'UNESCO. Quand vous voyez fuiter opportunément une note verbale émanant d'un État qui n'est pas n'importe lequel, parce que c'est l'État du pays siège, la France, pour ne pas la nommer. Quand vous voyez fuiter ce document, quelque part qui met peut-être en difficulté le dit État siège, parce que le contenu de cette note verbale, qui est à destination du pays bénéficiaire, c'est-à-dire il s'adresse à titre confidentiel à un autre État, c'est-à-dire l'Égypte, pour dire, voilà, nous on va vous soutenir, et à tous les tours, ce qui est exceptionnellement rare, et à tous les tours. Voyez, et, bon, je n'ai pas l'habitude de porter des accusations qui soient légères, mais enfin, à qui profite la chose? À celui qui a intérêt à rendre public ce type de note verbale qui, encore une fois, n'a pas vocation à être rendu public. Voyez, c'est ce type de campagne un peu, disons, délétère que nous devons contrer.